messieurs, chers auditeurs et internautes, vous pouvez suivre cette édition sur notre page YouTube Témoin FM. Témoin FM, le témoin qui traite l'information et l'actualité au Sénégal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce rendez-vous d'information générale sur la 107.0 Témoin FM. Bienvenue partout au Sénégal et à l'étranger. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page YouTube comme c'est promis. Nous le faisons chaque week-end à partir de 12h et 13h, communément appelé invité du week-end. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir l'une des personnalités, en tout cas du monde des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et puis également du monde coranique, puisqu'il s'agit de ça aussi, il s'agit de Malik Gassama Elhadj. Malik Gassama que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici pour discuter autour de plusieurs thématiques de la semaine. L'actualité, retracer un tout petit peu tout ce qui a trait avec l'information. Mesdames et messieurs, suivez-nous à partir de notre page YouTube à la présentation de ce 12h et 13h. Ansou Mané à l'appareil, le directeur chef Asso. Merci de chaque fois de nous accompagner à la technique pour ces week-ends. Dans tous les cas, merci encore une fois. Les auditeurs seront très très contents que ce rendez-vous puisse leur échapper pour cause de technique. Alors, vous pouvez participer également au 88 628 03 00, 88 628 03 00. Mais avant d'aller dans le débat plus profondément, je laisse notre invité, autant pour moi, Elhadj Malik Gassama, de passer un mot de bonjour à tous ceux qui le suivent et ceux qui l'écoutent à travers la 107.0. Monsieur Gassama, bonjour. Bonjour Ousmane, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer tous les auditeurs du Témoin FM 107.0. Je tiens à remercier aussi Ansou de m'avoir fait confiance, de m'avoir porté la confiance. Je tiens à remercier aussi toute la fédération des Daara coraniques au niveau régional, départemental ou communal que j'ai eu l'honneur de diriger depuis une année. Alors, ça c'est un réel plaisir d'entendre notre invité passer son bonjour à tous les Sénégalais dans leur grande majorité ou dans leur ensemble. Nous allons démarrer. Pour vous parler également, Malik, l'invité du week-end, c'est d'abord nous retraçons l'actualité de la semaine. Vous avez suivi avec tout le monde la situation évolutive, la crise au Mali. Hier, au centre du pays, plusieurs personnalités où le peuple malien a répondu à l'appel de cette junte qui appelle à ce que la CEDEAO laisse tranquille ce pays. Et puis au Sénégal aussi, au port autonome de Dakar, les Maliens ont fait vibrer hier à travers leur marque en présence de plusieurs autorités civiles et militaires pour dire non à cette sanction de la CEDEAO. Comment est-ce que vous avez étudié toute cette situation jusqu'à ce qu'on en est arrivé là? Oh, alhamdoulilah, Ansou, merci beaucoup encore pour cette question. C'est difficile, mais nous allons essayer de répondre à notre petite connaissance. Donc, Mali, actuellement, il souffre d'une injustice qui ne dit pas son nom. Donc, pourquoi une injustice? C'est une république. Donc, une république a droit de choisir qui il veut travailler, qui ne veut pas travailler. Donc, d'après nos connaissances, Mali, France, en tant que France en tant que colonisateur, pays colonisateur, c'est France qui a colonisé. France était aussi le premier partenaire économique, financier. Donc, quand la France a beaucoup souffert pendant des années par le terrorisme, donc pendant les 12 années, c'est-à-dire de 2013 à nos jours, le terrorisme ne recule pas, mais ça fonctionne du jour au jour. C'est pourquoi la junte qui était venue au mois de août passé, dernier, Assimi Goïta, a prêté un autre flanc en disant que lui va travailler avec Wagner, qui est une société privée russe. Donc là, c'est tout ce qui a commencé, tous ces agissements de tous bords. Alors, ces agissements de tous bords, vous avez dit que le Mali subit une injustice.
À quoi ressemblerait si, par exemple, c'est vrai que le peuple a besoin d'une démocratie et qu'on demande au président sur place de quitter parce qu'il ne peut plus, le peuple souffre, mais venir et prendre le pouvoir sans pour autant organiser une élection libre et transparente. En quoi on peut taxer la France d'injustice? Non, parce que actuellement, le système que Mali vit, ce système ne donne pas, n'assure pas les Maliens. Donc pour cela, il fallait prendre le temps et réfléchir. Pourquoi tant d'années on n'a pas retrouvé encore la paix? Oui. Donc ça mérite une réflexion. Il faut avoir le courage. Les gens qui n'ont pas le courage ne peuvent pas le faire. Oui. Mais il faut avoir le courage et confiance de soi. Ce que nous avons constaté avec Goïta. Donc il a eu le courage de dire en face du monde, vraiment, nous allons prendre le temps sans pression aucune. Donc cela, depuis lors, ça a agité surtout la société privée Wagner, oui. Que France n'a pas apprécié, n'a pas digéré. Vraiment, ça a suscité, lui, avec ses gouverneurs, comme certains disent, africaines, la CEDEAO, le UEMOA, tout ça là. Oui. On viendra sur les sanctions, mais est-ce que aussi, si on regarde dans le déroulement du processus, pourquoi vouloir amputer à la France quand France a amené l'opération Barkhane? On se rappelle à cette époque de François Hollande. Et toutefois, on avait demandé à renforcer l'armée malienne. Mais il s'est passé beaucoup de choses sous les ponts. Peut-être qu'on ne peut pas entrer tous dans les détails. Mais ce qui est important, c'est que est-ce que si, par exemple, au vu de l'évolution de la problématique, si on arrive à une situation où aujourd'hui Nicolas Sarkozy, autant pour moi, l'actuel président Emmanuel Macron a voulu appeler le coup d'État, faire un déplacement sur Bamako, et après que le ministre de la Défense Parly a fait une visite sur place, que le président lui-même voudrait venir et que Assimi Goïta ne dit pouvoir être en mesure de l'accueillir. Est-ce que cela aussi, disons, ne frise pas si on sait que le retrait de l'opération Barkhane a été annoncé et ils ont décidé complètement de laisser le Mali en paix puisque les Maliens ne veulent pas? Pourquoi vouloir jusque-là amputer toutes ces responsabilités de ce qui se passe en France, et si on sait que ce sont les Maliens même qui ont délégué le président démocratiquement élu? Donc ici, ce que nous avons compris, puisque Macron ne veut pas subir une humiliation, oui. C'est pourquoi il a gelé la rencontre. Donc puisque le gars Assimi lui avait dit que c'est mon premier ministre qui va t'accueillir à l'aéroport. Oui. Donc lui il n'avait pas voulu ça. Donc il a vu ça, c'est une humiliation de la part. Okay. Donc entre-temps, ils ont essayé de geler et trouver. Mais de façon diplomatique, si on étudie la question, est-ce que quand la France dit qu'on va se retirer, en réalité, c'est vrai que c'est un retrait de non. Mais sur le plan économique, la France continue à piller, disons, entre guillemets, les ressources africaines. Est-ce que cela aussi n'est pas un point fort sur lequel il faudrait voir entre nous comment étudier cette question au Mali? Parce que ça va au-delà de ça. Quand on parle de Mali, on parle aussi de ces pays frontaliers. On viendra tout à l'heure dans les sanctions de la CEDEAO, mais pour l'instant, il faudrait aller un tout petit peu dans un passé récent par rapport à tout ce qui se passe. Là aussi, ça sera difficile que France se retire définitivement, puisque non seulement c'est le pays colonisateur. Actuellement, la langue étudiée au Mali, c'est le français. C'est le français, donc c'est pourquoi ça sera difficile. Quand j'ai entendu le ministre français qui disait qu'on ne se retire pas, mais on va essayer de continuer les négociations. Florence, oui. Et ils vont essayer de continuer les discussions avec tout ça, Bamako. Avec le Bamako. Donc là, si tu vois ça, donc ils ont commencé à geler. Parce que le peuple est derrière Assimi. Le peuple soutient. Vraiment, si le peuple ne soutient pas, là on aurait dit autre chose. Mais actuellement, le peuple prêt à souffrir en même temps qu'Assimi et aux autres. D'accord. Alors, là où je voudrais qu'on en vienne, c'est par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Si on parle de la CEDEAO, le Sénégal n'est pas un petit poussé dans cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et au-delà des sanctions pour le Sénégal, pour les conséquences plutôt, ces sanctions, cela vous inspire quoi? Est-ce que la CEDEAO est sur sa bonne dynamique? Vous êtes en phase avec la CEDEAO ou vous n'êtes pas en phase avec la CEDEAO? Et pourquoi
vous avez pensé que la CEDEAO devrait aussi, comme beaucoup l'ont dit, devrait se taire sur les affaires internes des États souvent. Et pourtant, ces États ont été signataires des conventions qui régissent la CEDEAO. Non, moi je ne suis pas en phase avec la CEDEAO. Ce que la CEDEAO a fait, il a fait le gel. Ce que moi je peux étudier les choses. Gel des avoirs, tout ça là. Ouais, interdiction de voyager. Prendre ces genres de sanctions, c'est exagéré. C'est exagéré. Donc ici, pourquoi il y a combien de présidents actuellement qui sont en train de diriger illégalement, inconstitutionnellement, et tripatouille la constitution quand il veut et où il veut. Donc là, c'est ce genre de choses que la CEDEAO, on attend de la CEDEAO de se prononcer et de prendre des sanctions à travers ces genres de présidents. Pour que plus jamais, plus rien, personne ne fera tout ça. Mais Talé a fait l'embargo comme ils ont fait. Donc c'est le moment. Moi, le conseil que je peux dire aux Maliens, de prendre leurs responsabilités. C'est le moment de se sortir le destin en main. De se sortir de cet esclavage qui ne dit pas son nom depuis des années et de la colonisation. Donc. Mais regardez au fond, est-ce que la CEDEAO aussi n'a pas raison? Parce qu'on ne peut pas proposer une transition pour 18 mois. Je me rappelle bien quand